Bonjour, eh bien, je vais vous présenter le traitement du ligament croisé antérieur en utilisant le KJ, le fameux KJ qu'on utilise à Versailles. Et je vais vous dire pourquoi on le fait encore et toujours. Alors, on verra un peu d'anatomie, des greffes, les avantages, les inconvénients, de la biomécanique, des résultats cliniques objectifs, subjectifs, le retour au sport. On verra un petit peu tout ça. Alors d'un point de vue microscopique, vous voyez que le ligament croisé antérieur, il a des insertions qui sont plates, un petit peu torsadées, avec des fibres directes et indirectes en microscopie. Il se trouve qu'effectivement, en plus d'avoir des insertions plates, c'est un ligament qui est plat, ça on le sait depuis, voilà, depuis un moment, mais ça a été remis au goût du jour il y a quelques années, entre autres par Smigelski. Et il se trouve que nous, on avait prolongé un peu les choses pour dire que effectivement le double faisceau, c'était pas le ligament qui était plat, mais c'était surtout l'aspect qu'il était tordu, il était torsadé. Et vous l'avez sur cette vidéo où en fait on le détord et en le détordant de 90 degrés quasiment, eh bien on se rend compte en fait qu'il est plat. Donc c'est un ligament qui est plat et qui est un peu qui a une torsion. En arthroscopie, c'est pareil, vous voyez l'exemple de l'IRM, les insertions plâtres, les fibres directes et indirectes, et en IRM, on voit le ligament, on se dit, oh, il y a deux faisceaux et tout ça, là, non, non, ben non, c'est un ligament qui est plat, regardez, là, quand on regarde sur cette patiente qui n'a pas du tout de synovial qui la recouvre, vous voyez ce ligament croisé, eh ben il est comme ça, il est plat, et c'est une patiente chez qui on avait mis justement de la rotation interne pour pouvoir voilà, rendre ce ligament qu'on le voit un petit peu mieux. Ce ligament, il est plat. Alors le fait d'avoir un ligament croisé antérieur qui est plat peut poser la question de savoir s'il faut une greffe qui soit plate ou qui soit ronde. Bon, on avait fait des études aussi anatomiques là-dessus il y a quand même quelques années pour montrer que globalement c'était quand même assez gros quand on commençait à faire du DIDT. Du DIDT ou du DT4. En termes de surface, voire de volume aussi, la question qu'on peut se poser quand on refait un croisé, c'est de savoir s'il faut qu'on refasse à peu près le même volume et la même surface ligamentaire à l'intérieur du genou. Ça fait à peu près 27 mm² de surface un ligament croisé antérieur. Ou s'il faut qu'on mette plus gros que ce que c'est à l'intérieur de l'échancrure. Voilà, KJ c'est plus gros, c'est 33 mm², DIDT c'est 53 mm², DT4 c'est 60 mm² en moyenne. Question à laquelle voilà, il faut savoir se la poser et y répondre. En termes de biomécanique aussi, il faut se dire, est-ce qu'il faut un truc qui tient plus, qui tient moins bien, que c'est suffisamment solide, est-ce que la résistance est suffisante, est-ce que la raideur, est-ce que c'est pas trop raide, ou est-ce que c'est suffisamment un peu élastique par rapport à un ligament croisé normal. Bon, et bien on se rend compte qu'effectivement les deux, DIDT ou tendon rotulien, ont à peu près de toute façon une résistance qui est supérieure théorique au ligament croisé, et une raideur, une rigidité qui est aussi un peu supérieure à un ligament croisé antérieur. Donc globalement, on peut dire que les deux sont suffisamment solides en théorie. Et je ne vous ai pas dit dans l'anatomie aussi, c'est que la question qui se pose, là on disait la raideur, la solidité, tout ça. On refait un ligament croisé, est-ce qu'il faut remplacer et refaire un ligament croisé en remplaçant un ligament par un ligament ou un ligament par un tendon ou par plusieurs tendons? C'est une question à laquelle qu'il faut avoir en tête. Je vous rappelle qu'un ligament, c'est une structure qui se tend d'un os à un autre os et que le tendon rotulien, ça s'appelle plutôt le ligament patellaire parce que c'est d'un os à un autre os. Alors il y a des risques à ces prélèvements quand on utilise le KJ ou le DIDT. Le ligament patellaire, il est connu pour faire des douleurs antérieures, des tendinites, des ruptures du tendon rotulien, des fractures de la rotule. Bon, voilà. Les ischios, ils font aussi des choses. Ils font des douleurs antérieures, des claquages à répétition des ischio-jambiers, des crampes. Voilà, tout ça, ça peut arriver. Alors en termes de douleur antérieure, nous on s'était posé la question avec la SFA en 2007, dans le symposium, de savoir quel était le taux de douleur antérieure dans les premiers mois. Et globalement, les douleurs antérieures, elles sont, vous voyez, 33% de douleur antérieure pour le tendon rotulien
et malgré tout, j'ai eu 25% de douleurs antérieures pour les ischio-jambiers. Dans tous les cas, c'est des douleurs qui ne sont pas très importantes, vous voyez, 2,7 sur 10 à l'EVN, voilà, à 6 mois, pas grand-chose et surtout à l'effort, et puis après ça finit par passer de toute façon. Et c'est essentiellement dû aux troubles sensitifs, parce que c'est les troubles sensitifs qu'il peut y avoir dans le prélèvement des ischios, mais aussi dans le prélèvement du tendon rotulien. C'est aussi pour ça qu'on avait fait des voies d'abord avec des doubles incisions qu'on va voir après, où on se posait la question de savoir s'il fallait pouvoir préserver des branches infrapatellaires du nerf saphène médial pour limiter la gêne à l'agenouillement, limiter les troubles sensitifs, limiter les douleurs antérieures. Ligament patellaire, prélèvement classique, 33% de douleurs antérieures, ischio-jambier, 25%. Et puis on avait fait ces études anatomiques, les publications qui s'en sont suivies, cliniques, sur la double incision qu'on utilise. La technique, on la verra tout à l'heure, pour pouvoir limiter tout ça, pour le KJ. Et bien vous voyez, dans ces publications, nous on a 20% de douleurs antérieures seulement, et donc moins que des ischios. Et l'agenouillement, il est ok, hein, il n'y a pas de problème à l'agenouillement, parce que globalement on greffe la TTA, et donc les patients sont susceptibles de pouvoir s'agenouiller sans trop de problèmes, après un KJ, y compris des plombiers, y compris des musulmans pratiquants, y compris tout ça, c'est pas un problème. Exemple là d'un patient que j'ai opéré, je vous dirai pas de quel côté, mais voilà, qui finalement après, donc c'est un travailleur manuel, hein, il a fait du ciment, tout ça, et puis il a eu des brûlures des deux côtés, des érosions. Bon voilà, il n'a pas eu de problème pour se mettre longtemps à genoux, sur ses deux genoux, sachant que voilà, je l'avais opéré, en l'occurrence du côté gauche. Donc c'est ok, on peut s'agenouiller après un KJ, pour peu qu'on le fasse le prélèvement comme il faut. Ah, le sexe, est-ce qu'il y a une différence avec le sexe? Alors, il y a eu une revue systématique de la littérature sur le sujet. Y a-t-il une différence dans les prélèvements dans les ligaments croisés antérieurs en fonction du sexe? Et il disait qu'à la fin, vous voyez que manifestement, il y avait un peu plus de laxité résiduelle chez les femmes qui ont eu un DIDT que chez les femmes qui ont eu un KJ. Voilà, que c'était pour eux la seule différence qu'il pouvait éventuellement y avoir. Sachant que de toute façon, les niveaux de preuve sont faibles, puisqu'il n'y a pas d'études randomisées directement sur ce sujet du sexe. Il y a eu un nouveau truc quand même qui est paru récemment, là, Jérôme Murgier, il a fait ça quand il était allé en Nouvelle-Zélande, où ils avaient revu toute une cohorte de patients, là, vous voyez, 1000 patients, comparés demi-tendineux et tendons rotuliens. Et ce que je vous ai entouré, parce que c'est un peu dans leur conclusion, c'est qu'ils avaient une différence, en fait, pour le coup, significative, en termes de re-rupture, plus de re-rupture dans les DIDT chez les femmes, qu'avec un KJ, alors que voilà, même 0% chez eux. Donc c'est vrai qu'à la question qu'on se pose, on se dit oui, mais parce que c'est une femme, je vais lui faire un petit DIDT, elle n'est pas très sportive, tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. C'est une femme, je vais lui faire justement un KJ, parce que c'est peut-être mieux pour elle. Laxité résiduelle, est-ce qu'il y a une laxité résiduelle différentielle qui existe? Alors oui, la Cochrane, tout ça, ils ont fait des trucs ou des études randomisées qui montrent qu'il y a une petite différence entre le KJ et le DIDT en termes de laxité résiduelle différentielle. 1,8 mm en moyenne versus 2,9 mm en moyenne, ça fait 1 mm d'écart. Et bien 1 mm d'écart, je pense que cliniquement, ça n'a aucune signification. Ça n'est pas significatif cliniquement, même si, statistiquement, c'est significatif, il y a 1 mm de plus. En termes de ressaut, c'est ça, cette étude, c'était une belle étude qu'il avait fait, David Bio, en fait, il avait repris en fait, toutes les études randomisées. Et il avait demandé, donc sur le sujet KJ versus DIDT, il avait demandé à ceux qui avaient fait les études de lui envoyer leur base de données, Excel, leur fichier Excel, pour qu'il fasse en fait lui un grand fichier Excel de toutes ces études randomisées, qu'il puisse faire voilà, des analyses statistiques de données sur données individuelles. Donc méta-analyse sur données individuelles, il n'y a pas plus fort en termes de possibilité de faire une méta-analyse d'études randomisées, hein. Donc c'est le niveau de preuve le plus important qui existe. Il y a eu une seule étude qui a été faite là-dessus, et là, ce qui est ressorti, c'est que de tout ça, c'est qu'il y avait un peu plus de ressaut avec les ischio-jambiers, de façon significative avec les ischio-jambiers qu'avec les KJ, et que c'était plus fréquent chez les femmes et chez les patients jeunes.
Résultats subjectifs, il y a des styles de différence en termes de résultats subjectifs. Voici une étude randomisée qui avait été faite il n'y a pas longtemps, où ils avaient fait 3 groupes randomisés, KJ, DIDT, double faisceau. Vous voyez les résultats subjectifs en termes de qualité de vie, KJ, DIDT, double faisceau, qui sont à peu près les mêmes, et en tout cas avec aucune différence significative, à ceci près qu'il y a toujours 2 points d'écart, même si ce n'est pas significatif, en faveur du KJ. Retour au sport, alors voilà, comparaison, études randomisées, etc. Tout ça, c'est des trucs assez récents. Il se trouve que les patients font un peu plus de sport à long terme après un KJ qu'après un DIDT. Et qu'une autre étude il dit que les patients font plus de sport à court et moyen terme après un KJ qu'un DIDT. Bon, voilà, en termes de sport, de niveau de sport et de type de sport, un peu plus voilà, de sport de pivot contact quand ils ont eu un KJ. Bon. Test isocinétique, alors oui, est-ce que c'est difficile à récupérer la force musculaire? C'est probablement plus long à récupérer après un KJ. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 2 ans, hein, au début c'est un peu plus long, mais après, à 2 ans, il n'y a plus du tout aucune différence en termes de récupération de force musculaire et de différence quand on compare un plastie au tendon rotulien aux ischio-jambiers. C'était un peu le résultat de ce symposium de la SFA qui comparait les deux en 2007. Re-rupture, alors les registres, ce qu'ils disent dans les re-ruptures, globalement c'est entre 3 et 5% le taux de re-rupture. Registre, je vous ai mis scandinave, danois, américain, enfin, un petit peu tout. Tout pareil, il n'y a pas de différence significative, si ce n'est qu'il y a 3% pour le KJ, de re-rupture à peu près, et 4 à 5% pour le DIDT. Étude de transplant de niveau 1, les ruptures, eh ben, ils mettaient qu'ils avaient un peu plus de re-rupture sur cette étude randomisée comparant 3 groupes, hein, que j'ai déjà cité tout à l'heure, un peu plus de re-rupture dans les ischio-jambiers par rapport au tendon rotulien, avec voilà, un risque supérieur. Risque tendon rotulien c'est 3 et c'est 7 pour les ischios. Alors à la Sofcote, ils avaient fait un symposium, Nicolas Graveau et Christophe Hullet, sur les ligamentoplasties du croisé à plus de 10 ans. À mon avis, ça va être déjà évoqué dans ce DIU. Et ça montrait surtout en termes d'arthrose, parce que c'était ça à 10 et 20 ans, hein, qui était intéressant de voir. Ils avaient comparé, vous l'avez ici, le taux, c'est leur diapo, hein, le taux d'arthrose à 10 ans après DIDT est de 36%, le taux d'arthrose après tendon rotulien et de 21% quand il y avait une lésion méniscale, quelle qu'elle soit réparée ou pas. En termes d'infection, 2015, les facteurs de risque associés avec une infection après un ligament croisé antérieur. Voilà, étude de cohorte, 0,8% d'infection. Ils avaient retrouvé que les facteurs principaux, c'était le diabète qui donnait de l'infection. Et qu'il y avait un risque qui était un peu plus important d'avoir une infection après un DIDT qu'après un KJ, 4 fois plus. Le odds ratio DIDT versus KJ. C'est pas KJ/DIDT, c'est DIDT/KJ. Bon, alors maintenant on sait qu'on a la solution puisqu'il faut tremper les DIDT dans de l'antibiotique et puis il n'y a plus trop d'infection. Voilà, il faut tremper le DIDT dans un antibiotique alors que le KJ n'a pas besoin d'être trempé dans un antibiotique. Ambulatoire, est-ce qu'on peut faire de l'ambulatoire? Alors ça c'est plus trop d'actualité, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait de l'ambulatoire à quasiment 100%, en France hein, on fait 100% d'ambulatoire à tous les patients. C'est des publications qui datent de 2014, 15, 16, 17, tout ça, hein, de l'ambulatoire généralisé. Bon, il y a une équivalence en termes sur les greffes. Et donc on peut faire du KJ, c'est pas plus douloureux en fait, hein. De l'ambulatoire sans aucun problème, pas de retour aux urgences, pas de retour en réhospitalisation, des choses comme ça, supplémentaires après un KJ en ambulatoire par rapport à un DIDT. Alors la technique, voilà, vous voulez la voir, hein, la technique, eh ben, je vais vous la montrer, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, tous les résultats que je vous donne là, c'est des résultats, honnêtement, si on fait ça avec ce prélèvement, eh ben, ça va mieux. Donc voici un peu les principes de la reconstruction du ligament croisé à la versaillaise avec ce prélèvement hein,
de double incision. Donc c'est une vieille vidéo, c'est comme on faisait il y a longtemps, et ça permet de voir un peu le type de prélèvement que l'on peut faire. Donc voilà les petites incisions que vous avez, double prélèvement du KJ, des petits trous pour pouvoir favoriser la scie globalement. Donc c'est important, hein, parce qu'en fait il faut pouvoir voilà, décoller la totalité du surtout fibreux pré-rotulien pour pouvoir épargner les branches infrapatellaires du nerf saphène. On va ensuite faire une incision en fait de 10 mm de large au milieu du KJ. Et vous voyez, en sous, c'est pas en sous-cutané puisque c'est même sous le fascia. Et bien on va stripper le tendon rotulien. Après on va prélever cette baguette. Donc vous voyez ici comment elle est. Il ne faut pas qu'elle soit grosse, hein. On prélève 10 mm de large du tendon rotulien, on va prélever maximum 10 mm de large d'os, d'accord. Après, on va l'accoucher par le bas, comme on fait ici, et ensuite, on va pouvoir voilà, prélever la TTA. Pareil, on prélève, il faut que ça fasse 10 mm de large, pas plus, et 10 mm, pardon, 15 à 20 mm de longueur pour ce qui est des deux tendons. Voilà, ensuite, voilà le prélèvement. Donc, on va ensuite pouvoir préparer ce prélèvement, comme vous le voyez ici. Voilà, comme un KJ normalement, hein, on fait des petits fils, des petites choses comme ça, un fil métallique. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir faire l'arthroscopie. On fait la voie latérale par la même incision, comme ça permet de préserver encore les branches infrapatellaires. Je vais vous passer peut-être l'arthroscopie parce que ça n'a rien de particulier l'arthroscopie de faire le tendon rotulien. Il faut juste mettre les tunnels au bon endroit. Et ensuite, on fait des fixations par des vis, hein, des vis d'interférence. Ça suffit parce que dans l'os, les vis, ça marche très bien. Donc voilà globalement ce qui se passe. On a fini de visser. Vous avez le tendon rotulien qu'on a fait à la fin. Et après, on peut faire la fermeture du patient et donc la fermeture de toutes ces petites incisions. Vous voyez ce que ça donne au final. Donc on a fait l'incision supérieure, l'incision inférieure et deux petites incisions, une pour le tunnel et une pour la voie d'abord antéromédiale d'arthroscopie. Donc c'est pas non plus d'un point de vue cosmétique très très délabrant, hein, de faire un KJ, y compris pour les femmes ou des trucs comme ça, hein. C'est pas trop délabrant, ça peut se faire aussi.
Donc voilà globalement ce que je souhaitais vous dire pour ce qui est du Kaji. Comme ce topo je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé de conclusion à tout ce que je viens de vous dire, à part que voilà, à part cette photo, et vous dire qu'on continue à faire ça avec toutes les meilleures raisons du monde de continuer à utiliser du Kaji chez nos patients, y compris en 2021. Je vous remercie pour votre attention.